Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux qui vont me rejoindre sur cette chaîne. Alors, je vais vous parler d'un premier livre que j'ai terminé la semaine dernière. Je l'ai gardé exprès pour pouvoir vous le montrer parce que j'aurais pu le rendre à la bibliothèque vendredi. Puis je me suis dit, je risque d'oublier des trucs. Donc je l'ai gardé. Donc, pour la petite histoire, en ce moment, j'ai envie de lire de la science-fiction, du paranormal. Voilà, ce genre de choses. J'adore tout ce qui est science-fiction et tout ça, mais en général, c'est plus ce que je regarde en série. Je regarde peu de films, mais en revanche, je regarde beaucoup de séries avec mon mari qui sont très souvent autour de la science-fiction. Et c'est vrai qu'en livre, j'en lis pas souvent. Et il y a quelques mois, j'avais lu Sleeping Beauties de Stephen King qui m'avait bien plu. Et là, j'ai eu envie. Et en allant à la bibliothèque, je suis tombée sur ce livre-là. Donc, c'est un premier tome d'une saga qui s'appelle Ange. Alors, Ange, c'est un anagramme qui veut dire Agence nationale de gestion de l'étrange. C'est écrit par Anne Robillard, qui est francophone et je pense qui est canadienne. Et quand j'ai vu ça, ça a l'air top. C'est le premier tome, il s'appelle Antichristus. Je vous lis juste le tout début. À l'insu des habitants de la Terre, l'Agence nationale de gestion de l'étrange veille sur l'humanité. Ces agents secrets protègent les hommes des ténébreuses machinations des serviteurs du mal. Je me suis dit, ça avait l'air pas mal et tout. C'est censé être et à la fois regrouper du fantastique, de la science-fiction, du paranormal, si ça a l'air trop bien. Donc je me suis lancée directement dedans, sans préjugés, même si c'est un livre qui a été imprimé en 2010, ouais, 2010-2011. Et je pense qu'il devait être à la cave et qu'ils ont dû le remonter parce que jusque-là, je ne l'avais pas vu. Il était dans la section adulte. Et vous voyez qu'il a quand même bien vécu et surtout il sent le vieux. il sent le papier vieux comme s'il avait 20 ans, 30 ans le livre. Mais je pense qu'ils l'ont remisé et qu'ils l'ont ressorti il n'y a pas longtemps. Parce qu'en plus il est quand même vachement joli pour un livre qui n'est pas très vieux. Et en fait en le lisant j'étais assez surprise. Et quand je me suis un petit peu après renseignée sur ce que l'autrice avait écrit d'autre, c'est plus en fait du young adulte que du adulte, je trouve. Je pense qu'il n'aurait pas forcément été dans cette section, j'aurais peut-être mis carrément dans la section adolescent. Parce que l'histoire est sympa, mais voilà, ça reste quand même assez soft. Il mélange beaucoup de choses. Alors c'est le premier reproche que je leur ai fait, enfin que j'ai fait à ce livre quand j'en parlais avec mon mari au tout début. C'est qu'ils abordent beaucoup de choses, ils mélangent beaucoup de choses dès le début du roman, avant qu'on rentre vraiment dans l'histoire, ils mélangent vraiment beaucoup de choses. Je me dis, ça fait quand même un cocktail assez bizarre. Après, petit à petit, au fur et à mesure du roman, on décortique un petit peu les choses. Il y a peu de personnages, c'est assez bien fichu. Les dialogues, il y a pas mal de dialogues, ça rythme un petit peu les choses. Il n'y a rien d'exceptionnel, voilà, c'est pour ça que je dis que ça reste quand même superficiel. Donc pour moi qui est une amatrice de science-fiction et qui en a beaucoup vu, j'ai trouvé ça trop léger. Donc pour moi qui suis amatrice de science-fiction et qui ai vu beaucoup de séries dessus, bah j'ai trouvé ça trop léger. Mais vu que c'est le premier tome, bah forcément bon, on a une première histoire dans ce tome là quand même qui se termine à la fin. Mais du coup, on a envie de savoir la suite. Moi, je suis comme ça quand je commence une saga. Même si je suis pas emballée à 100%, j'ai quand même envie de savoir la suite. Je sais pas combien il y a de tomes. J'ai pas regardé à la bibliothèque. Je regarderai quand je le rendrai. C'est aux éditions Michel Lafon, je vous l'avais pas dit. Mais c'est une histoire qui tient à peu près la route. Il mélange quand même beaucoup de choses parce qu'il nous mélange une histoire de reptiliens, de bien et de mal avec des prophètes, l'antichrist, Satan, et en parallèle de ça il y a aussi une histoire du romain, de mythologie romaine, donc ça fait vraiment beaucoup de choses mélangées, voilà, mais pour l'instant ça tient quand même la route, on a quand même une histoire qui se tient, les personnages sont agréables, sont attachants, ça donne envie de dire la suite, voilà, mais ça va pas être, après c'est si vite en plus, il fait combien de pages? Il fait 330 pages,
Et ça se lit hyper vite, hein. Vous voyez les paragraphes et tout ça, les chapitres, c'est quand même hyper rapide à lire. J'ai dû le lire en 3-4 jours, je pense, parce que bon, en plus j'ai pas un rythme de lecture très élevé en ce moment, pas très rapide. Mais en tout cas c'était une bonne entrée en matière pour revenir dans la science-fiction, c'était franchement pas mal. Je sais que la même autrice a écrit Les Chevaliers d'Émeraude, et là pour le coup je suis sûre que c'est du jeunesse young adult parce que j'ai déjà vu passer ailleurs. Donc voilà, mais en plus le fait que ce soit francophone, mais francophone québécois, bah, c'est un petit peu rigolo, ça dépayse un petit peu parce qu'il y a certains thèmes, vu que c'est pas traduit, c'est vraiment la langue qu'utilise l'autrice. Et bah, du coup, on a des expressions vraiment québécoises, vraiment canadiennes, et ça, je trouvais ça assez rigolo. Voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas française, qu'au début je pensais qu'elle était française, mais je me suis vite rendu compte que non. Et mais ça coule tout seul. Voilà, franchement, c'est. J'ai même proposé à mon fils de 12 ans de le lire parce qu'il n'y a rien de choquant, il n'y a rien qui fait peur. Donc je lui ai dit si tu veux, tu peux lire. Bon, il n'avait pas l'air spécialement emballé. Mais je pense qu'on peut le mettre dans les mains des ados, il n'y a aucun souci. Hein. Franchement, c'est très léger. Voilà, donc je lirai sûrement le tome 2, je sais pas quand, mais je pense que de temps en temps, je m'en prendrai un tome. Et ensuite, au même moment à la bibliothèque, j'étais tombée sur ce Stephen King. En fait, je cherchais un Stephen King, mais pas forcément celui-ci. C'est le 22-11-63. J'en avais entendu parler il y a très peu de temps sur la chaîne de Margot Liseuse. Et c'était présenté comme un roman uchronique où en fait on parle du meurtre de JFK. J'avais compris que dans ce roman justement on nous racontait ce qui se serait passé si JFK n'était pas mort. Et je me suis dit, ça a l'air trop bien et tout. Et quand j'ai vu à la bibliothèque, du coup, je dis, je le prends tout de suite, direct. Donc je l'ai pris en me disant que c'était ça l'histoire. Et donc je vous montre la couverture. Donc devant, donc on a le titre et on a une page de journal. Je pense que c'est une des pages de journaux qu'on a dû trouver à l'époque quand JFK a été assassiné. Et à l'arrière, en 4e de couverture, eh ben, on a aussi une page de journal, mais dans le cas où JFK et Jackie sont sains et saufs. Donc j'ai trouvé ça assez chouette. Bon, bien sûr, il y a un petit résumé ici, mais il y a le truc du club Françoisir, je pense, qui est là, et du coup, on ne peut pas lire le truc, donc c'est un petit peu dommage quand même. C'est encore un gros pavé. Ce n'est que mon deuxième Stephen King. Le Sleeping Beauty que j'ai lu en mars, il faisait 1000 pages. Et celui-ci fait également 1000 pages. Il est en 6 parties. Et l'autre fois, c'était en version poche. Donc, je vous l'avais dit dans un précédent vlog. J'avais trouvé ça franchement pas pratique parce qu'un aussi gros livre en format poche, c'est pas évident à tenir, à lire et tout ça. C'était assez compliqué. Donc là, c'est pas la version poche, c'est la version grand format. Je pense que c'était Françoisir. Vous avez 1000 pages et elles sont hyper fines. C'est des pages comme les pages des dictionnaires presque. Donc c'est vraiment très fin. Et il est hyper lourd. Je l'ai fait passer à mon mari avant-hier pour qu'il se rende compte parce que c'est vachement lourd. Moi qui ai mal au dos et au cervical ces derniers temps, c'est vrai que c'est vraiment pas le livre que j'aurais dû prendre à ce moment-là. Mais peu importe. Donc, il y a bien une histoire de JFK dans le livre. J'en suis que à la page 215. Donc, pour l'instant, j'ai pas lu tout le livre. Je ne suis pas allée chercher le résumé sur internet. Je me suis juste fiée à ce que j'avais entendu. Et en fait, en lisant le début du roman, en fait, je me rends compte que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est encore mieux. Parce qu'il y a une histoire de voyage dans le temps. Et ça, j'adore ça. Et le fait que ça commence là-dessus, je me dis mais c'est trop bien si ça englobe à la fois le voyage dans le temps et l'assassinat de Kennedy avec une uchronie, mais c'est trop bien. Donc pour l'instant j'en suis qu'à la page 215, je l'ai commencé vendredi ou samedi, donc ça fait pas longtemps, on est lundi, j'ai oublié de vous le dire. Et franchement pour l'instant c'est que du bonheur. Donc comme je disais tout à l'heure, ce n'est que mon deuxième Stephen King, mais ce qui est sûr, c'est que Stephen King va rentrer dans mes auteurs préférés. Et je pense que s'il y a bien des livres que je devrais garder à la maison, que j'ai envie de collectionner,
c'est vraiment ceux-là. Parce que ce sont des histoires comme Sleeping Beauties qui se passent très lentement. On nous installe dans la géographie, mais aussi dans l'époque. Là, du coup, on est dans les années 60. Enfin, on est à la fois maintenant et dans les années 60. Et je trouve ça mais hyper bien fait. En plus, Stephen King, il a une manière de présenter les personnages, de les faire parler qui est quand même assez différent de ce que je peux trouver. En général, quand je lis un roman qui est traduit de l'américain au français, on perd la patte américaine. Sauf que là, on garde la patte américaine, le parler des Américains qui est quand même assez différent. C'est comme si on prenait des Français qui parlent un patois et voilà, on comprendrait. Et bien là, c'est pareil, c'est un patois américain, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper chouette. C'est très 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 bien retransmis. Donc bravo au traducteur d'Albin Michel, parce qu'en plus, on n'a pas la personne qui a traduit. On a juste l'équipe Albin Michel, donc je ne sais pas exactement qui. Mais je trouve que c'est très bien fait pour avoir lu 2 romans de Stephen King en peu de temps, qui n'ont pas été écrits à la même époque, parce que celui-ci, il est de 2011 et l'autre un peu plus récent. Ouais, 2013. Et je ressens à peu près la même chose. En plus, je crois que ça se passe à peu près au même endroit, dans le Maine. Je sais pas si tous ces romans se passent au même endroit, d'ailleurs, je le saurai au fur et à mesure que je les lirai. Mais j'aime beaucoup. Pareil, il n'y a pas énormément de personnages, mais il y en a suffisamment. C'est hyper bien amené, il y a beaucoup de réflexions. On se pose des questions sur la légitimité de ce que font les personnages. C'est très touchant, on se demande vraiment... Enfin, on voit que la vie peut être cruelle avec certaines personnes, et on se dit, mais si je pouvais changer ça pour quelqu'un, ça serait tellement bien. Mais en même temps, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'en suis capable? Il y a plein de choses différentes. Et rien que le fait de voyager dans les États-Unis fin des années 50, début des années 60, je trouve ça hyper bien de voir en plus la même ville à 2 époques différentes, ce qui a changé tout ça. Donc pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais dire à mon mari que dorénavant, s'il cherche un cadeau à me faire, c'est pas la peine qu'il me demande. Il peut m'offrir un Stephen King, je pense que ça sera toujours hyper bien. En plus, il en a écrit plus de 50 des romans, plus d'autres nouvelles, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Et donc voilà. Et d'après ce que j'ai compris, il y a ma belle-sœur qui est en train de le lire au même moment, on ne s'est pas concerté. La petite sœur de mon mari lit le même livre au même moment que moi. Et d'après elle, apparemment, il y a une série Netflix qui va sortir à propos de ce livre-là. Ils l'ont adapté. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner aussi. Et donc voilà. Donc j'en suis qu'à la page 215 sur 1000 pages. Donc je reviendrai vous voir soit en cours de roman s'il y a des choses que j'ai envie de vous partager. Et sinon, je reviendrai vous en parler à la fin pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, à très bientôt. Salut tout le monde, ça fait un bon moment que je vous ai pas pris. Si je me souviens bien, la dernière prise, c'était lundi de la semaine dernière. Et là, on est le mardi 27. Oui, c'est ça, mardi 27 juin. Et j'ai enfin terminé le roman de Stephen King qui s'appelle 22-11-63. Il a été hyper long. Enfin, je pense que vous vous en doutez. Je vous avais dit qu'il faisait 900. On est dans les remerciements. Ouais. Il fait 930 pages sans la postface. Et j'ai lu aussi la postface. Où j'ai appris 2-3 petits trucs. Donc c'est toujours utile. J'aime beaucoup lire les préfaces et les postfaces. Vous, je sais pas, dites-moi. Donc, dans ce livre, dans ce roman, je vous avais dit que ça parlait à la fois de voyage dans le temps et à la fois du chrony, parce que ça racontait le monde d'aujourd'hui si jamais JFK n'avait pas été assassiné justement le 22 novembre 63.
Je pense que je vous avais parlé que de ça parce que j'en étais qu'au début. Donc là, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 heure ou 2. Je m'excuse, il y a mon fils qui est en train de dormir à côté, il ronfle donc vous risquez de l'entendre. Mais bon, c'est un des rares moments justement où je peux un petit peu filmer. À part ça, je peux pas vous dire grand chose d'autre parce que finalement c'est la trame du roman. Et si je vous en révèle plus, je vais vous révéler l'histoire et ça j'en ai pas envie. Mais en tout cas au début on a Hal qui est un monsieur d'un certain âge, on ne sait pas trop quel âge il a, mais qui tient un food truck dans une caravane. Et il a découvert qu'il y avait un portail qui permet de voyager dans le passé au fond de sa caravane. Il l'a utilisé, il est allé dans le passé en 1958, il a fait plein d'allers-retours et en fait il s'est dit que puisque c'était ça, il voulait changer quelque chose, il voulait que JFK ne soit pas mort pour qu'il n'y ait pas la guerre du Vietnam après, grosso modo. Et en fait, quand il voyage dans le passé, quand il retourne en 58, le temps qu'il s'absente entre deux voyages, comment vous expliquer ça, donc il a fait plein d'allers-retours dans le passé, il est revenu en 2011 et à chaque fois qu'il s'absente pour 2011 ça ne prend que 2 minutes, il ne s'absente que 2 minutes, qu'il passe dans le passé 1 heure, qu'il passe plusieurs années, ça ne change rien. Pour 2011 il ne s'est absenté que 2 minutes. Mais donc en 2011 il vit normalement, sauf que à chaque fois qu'il fait un voyage dans le passé, et ben son corps vieillit en même temps. Donc c'est à dire que s'il passe 10 ans dans le passé, et ben quand il revient en 2011 il a 10 ans de plus. Donc son corps vieillit également. Et à force de fumer et de faire des voyages dans le temps, il est revenu en 2011 très malade. Il avait un cancer des poumons je crois, et il savait qu'il allait mourir dans les jours qui viennent. Et il s'est dit, puisque moi je n'ai pas réussi à mener ma mission à bien, c'est-à-dire sauver Kennedy, je vais envoyer quelqu'un. Donc il fallait qu'il trouve quelqu'un de son entourage qui soit susceptible de croire ce qu'il racontait et d'accepter d'aller dans le passé. Et donc pour ça il va s'adresser à Jake Epping, qui est un prof du lycée, qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant. Donc il s'estime que c'est le meilleur candidat. Et bien sûr, Jake au début ne le croit pas, donc il est obligé de lui faire voir et de l'obliger à aller au fond de sa caravane et de tomber dans ce trou et de se retrouver en 58. Donc comme ça, Jake peut se rendre compte qu'en effet, ce que Hal lui a dit existe vraiment. Et après, il revient en 2011, il n'y passe que quelques minutes, autant de se rendre compte. Et ils discutent pendant quelques heures. Hal lui révèle des petites choses qu'il a compris au fur et à mesure de ses voyages, pour que Jake puisse agir le plus vite possible finalement, ne pas perdre de temps comme Hal avait perdu du temps en découvrant toutes ces choses. Et il finit par le convaincre d'y aller. Bon, je vous spoil pas parce que ça se passe quand même dans les premiers chapitres et il va se passer plein de choses après. Donc Jake forcément, comme je dis, il accepte. Et son but en fait, c'est justement de sauver Kennedy. Mais en même temps, il connaît quelqu'un en 2011 qui lui a révélé certaines choses qui l'ont beaucoup attristé et il s'est dit, puisque je vais dans le passé, pourquoi pas aussi changer ça, parce qu'il trouvait que c'était juste de faire cette action pour que cette personne ne vive pas le calvaire qu'elle a vécu. Et il s'est dit en même temps, ça va me permettre de voir si ça change quelque chose aussi en 2011, si ça a des répercussions ou pas. Donc voilà, donc je vous dis un petit peu ça. Et je ne vais pas vous révéler plus de choses concernant l'histoire. J'ai trouvé que le roman, au début, il partait avec 2 super idées. Le voyage dans le temps et l'Uchronie sont des choses que j'adore, notamment dans les séries. Et quand j'ai lu ça, je me dis de la part de Stephen King, ça doit être génial. En plus, le roman, il fait 1000 pages, donc il va se passer plein de trucs, ça va être hyper intéressant. J'avoue qu'au début, j'ai été hyper emballée. J'ai avalé les premiers chapitres autant que je le pouvais, autant le temps me le permettait avec les enfants. Et après, j'ai eu un petit peu plus de mal au milieu du roman. J'avais l'impression d'un petit peu m'enfoncer, que ça avance moins vite.
Mais ça, je pense que c'est la patte de Stephen King qui fait durer les choses pour qu'on s'installe et qu'on ressente vraiment les émotions, qu'on ressente le stress des personnages et tout ça, les implications. Donc je le comprends et ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Concernant la fin, on ne peut pas savoir la fin avant d'y être. Il se passe tellement de rebondissements, on se dit tiens, à mon avis ça va être ça, et puis après il se passe quelque chose, on se dit bah non, ça peut pas être ça, et au bout d'un moment on se dit qu'est-ce qui nous réserve pour la fin, parce que on se dit avec tout ça, il peut se passer n'importe quoi, il peut nous sortir n'importe quelle fin. Et en effet, je m'attendais un petit peu à cette fin, mais pas totalement. Et est-ce que je l'ai aimé cette fin? Non. C'est pas forcément... voilà, j'ai pas spécialement aimé la fin. Elle tombe pile poil, hein. Elle est très bien, mais j'en aurais préféré une autre. Voilà, j'aurais préféré quelque chose peut-être plus joyeux, même s'il a fait en sorte que ce soit pas triste. Mais voilà, enfin, étant donné que c'est un roman de 1000 pages et qu'on suit Jake dans tout le roman, et ben on s'attache vachement au personnage finalement, à lui, à ceux qui tournent autour de lui. Et c'est pour ça que j'aime les gros romans. J'aime les romans de 1000 pages parce qu'on passe un long moment avec les personnages. Mais le mauvais côté des choses, c'est que quand il arrive des choses comme ce qui se passe dans ce roman au personnage qu'on suit, forcément ça nous atteint également. En tout cas, ça, en ce qui me concerne, ça m'atteint aussi. Et donc forcément, la fin, elle m'a laissé un petit peu sur le cul. C'est une bonne fin, il y a des rebondissements, il y a tout ce qu'il faut pour un roman de ce type. Mais voilà, moi je n'ai pas aimé la fin. Je pense qu'il aurait pu nous en faire plein d'autres. D'ailleurs, dans la postface, il nous dit que c'est pas la fin qu'il avait imaginée. Il a mis dans le roman la fin que son fils a imaginée. Donc je me dis que peut-être que j'aurais préféré celle de Stephen King, mais bon, je pense que je le saurai jamais. Donc c'est pas grave. Mais c'est un super livre avec plein de rebondissements, hyper bien documenté. On apprend aussi dans la postface qu'il avait commencé à l'écrire en 1972, donc un petit peu moins de 10 ans après l'assassinat de JFK, et il nous dit qu'en fait les choses étaient encore trop fraîches, qu'il manquait de recul, et donc il l'avait laissé en suspens. Et finalement, il s'y est remis, il l'a sorti en 2011, donc ça je trouve ça chouette aussi de commencer un livre, de se rendre compte que c'est pas le bon moment et d'y revenir plus tard. Franchement, je trouve que je trouve qu'il a bien fait de pas laisser tomber et de s'y remettre. Après, concernant quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire, donc là, en fait, je pensais que c'était une édition Françoisière, mais en fait, c'est une édition Albin Michel. C'est vrai qu'on le voit pas sur la couverture, étant donné que devant, c'est une coupure de presse, derrière, c'est aussi une coupure de presse, donc c'est pas forcément évident d'y mettre le nom de la maison d'édition, mais c'est Albin Michel. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais dire que... Alors déjà, la traduction, par moment, est un petit peu douteuse. Il y a des choses qui devraient être traduites qui ne le sont pas, et des choses qui devraient pas être traduites et qui le sont. Alors des fois, ça fait des tourneurs de phrases un petit peu bizarres. Autre chose que j'ai vraiment pas aimé, c'est qu'il y a énormément de mots oubliés. Surtout au milieu du roman, pendant peut-être 200-300 pages, il y en a beaucoup trop à mon goût de la part de cette maison d'édition. Albin Michel, c'est quand même pas une petite maison d'édition, donc voilà. Après, je me dis, c'est vrai que c'est un roman de 1000 pages, mais il y a eu la relecture et tout ça, et je pense que c'est juste une question de... Je pense que c'est la personne qui a tapé le manuscrit qui a fait ses erreurs. Parce que, alors il y a des fois où il manque des mots, il y a des fois où une partie de la phrase est réécrite. Elle est en 2 exemplaires. Donc ça fait vraiment pas joli. En plus, ça casse le rythme de lecture. Déjà que c'est un gros roman, qui c'est écrit petit. J'ai trouvé ça très dérangeant. Voilà, ça aurait été une autre maison d'édition moins prestigieuse ou... un auteur moins connu, peut-être que ça m'aurait moins choqué. Là, c'est quand même du Stephen King chez Albin Michel. J'ai trouvé ça moyen. Vraiment, voilà, j'ai pas aimé le fait qu'il y a autant de fautes dans ce roman. Il y a eu aussi quelques fautes d'orthographe, pas beaucoup, peut-être 2 ou 3, non, c'est pas grand chose.
Mais le fait d'avoir oublié des mots ou d'en mettre en trop, ça franchement ça a été vraiment agaçant. Enfin, j'en garde quand même un très bon souvenir. Je suis très contente d'avoir découvert ce roman. J'en ai entendu parler il y a peu, il y a peut-être 3 semaines, sur 2 chaînes différentes. Celle de Margot Liseuse et celle de quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus. Et tout de suite après, je l'ai vu à la bibliothèque de ma ville quelques jours après. Du coup, je me dis, je le prends. J'étais trop contente de l'avoir trouvé. Et bon, j'ai mis du temps à lire, hein. Il m'a fallu 10 jours pour lire 1000 pages. D'habitude, je lis beaucoup plus vite que ça. Mais là, pour le coup, c'est quand même assez dense. J'avais peu de temps et c'est tripoté, donc je pense que c'est tout à fait normal. Et je pense que je vais m'en souvenir longtemps. Ça m'a assez marqué. D'après ce que j'ai compris, ils vont en faire une série. Ou ça a déjà été adapté en série, je sais pas. Et en même temps, ça ne m'étonne même pas. Parce qu'avec un sujet comme ça, ça s'y prête totalement. En plus, vu comment l'histoire est détaillée, il y a vraiment matière à écrire une série. Donc franchement, je trouve ça trop chouette et j'ai hâte de voir la série également. Donc si vous avez du temps et si vous aimez tout ce qui est surnaturel, paranormal, voyage dans le temps et tout, je pense que vous serez... ça peut vous plaire. Après voilà, ils en font pas non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que finalement, il y a une bonne partie du roman, je ne saurais pas vous dire, peut-être un tiers du roman, peut-être même plus, où il est dans le passé et où il y reste. Et du coup, il vit dans le passé et forcément dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de voyage dans le temps. Après, ça reprend plus tard, mais ça contribue à l'histoire aussi. Et voilà, donc ça peut être ennuyant ou ennuyeux pour certaines personnes à un moment du livre, mais après il se rattrape. Voilà, donc je lui ai pas encore mis de notes, étant donné que je viens juste de le finir il y a juste 1 ou 2 heures. Je vais attendre un petit peu de le digérer avant de lui mettre une note. Et voilà. Voilà, mais je suis très contente de l'avoir lu. Un deuxième Stephen King, très marquant. Et dans la foulée, puisque cet après-midi j'avais du temps, et j'avais envie de commencer un nouveau livre de suite. Et en ce moment, j'ai envie de lire soit des thrillers, soit de la science-fiction. Et comme j'ai des thrillers à la maison, notamment le Nicolas Beuglet, je dis allez, on se lance. Celui-ci, c'est Le Passager sans visage. C'est la suite du dernier message que j'ai lu il y a déjà quelques mois, que j'avais beaucoup aimé. Je vous en ai parlé, je vous mettrai le petit i en haut pour que vous puissiez voir la vidéo sur le premier. Et donc c'est la suite, donc on suit toujours Grace Campbell. Et là j'ai l'impression que ça va être plus tourné autour d'elle qu'autour d'un meurtre. Mais bon, peut-être que je me trompe. C'est aux éditions XO, j'aime beaucoup. Je vais peut-être vous lire le début du résumé si ça peut vous aider sur ce que contient ce livre. Tu n'es pas seul à chercher. Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu'un appel, un électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a pas le choix, elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement et accepter de se confronter aux secrets qui la hantent depuis tant d'années. Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la forêt noire où prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgi de nulle part et affronter le passager sans visage. Ça ne dit pas grand chose. Pour juste vous situer dans le 1, enfin dans le livre précédent de Nicolas Beuglet, Le Dernier Message, ça se passait en Écosse. En fait, un moine avait été retrouvé assassiné dans un monastère sur une petite île, l'île d'Iona, je crois. Et Grace Campbell avait été envoyée pour enquêter sur ce meurtre-là, un peu comme une punition en fait. Et derrière ce meurtre, elle avait découvert plutôt un complot mondial, ou un début de complot mondial. Et on avait certaines réponses, mais pas toutes. Et en même temps, l'inspectrice Grace Campbell
personnellement, on sentait qu'elle cachait quelque chose. En fait, elle a une pièce, une porte blindée dans son appartement qu'elle refuse d'ouvrir, qu'elle a peur d'ouvrir et on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Donc, voilà pourquoi on nous parle justement de cette porte secrète. Et là, j'ai lu juste les premières pages et en fait, on a au tout début, avant le premier chapitre, on a le résumé du tome précédent. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que en 2 pages, même pas, en 1 page, il nous rappelle ce qui s'est passé dans le premier, notamment concernant Grace. Pas forcément l'enquête précédente, mais voilà. Donc là, j'imagine que tout va tourner autour d'elle, mais je ne sais pas si on va retomber sur une partie de l'histoire précédente ou si c'est autre chose, je ne sais pas encore. On nous parle de la forêt noire où prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance. Je vois pas ce que c'est. En même temps, je suis pas très conte. Donc je sais pas du tout. Et on nous dit qu'elle va monter dans un train. Donc le train qui est sur la couverture, j'imagine. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire. Enfin, là j'ai déjà commencé, mais je vais pas pouvoir lire longtemps cet après-midi. Et il fait 366 pages. Ouais, 365 pages. Mais bon, c'est déjà beaucoup plus digeste quand on voit l'écriture que le Stephen King. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Voilà. Donc ça sera mon deuxième de Nicolas Beuglet. Donc voilà, je vais vous laisser pour l'instant. Je vais lire ce soir. Là, je vais pas pouvoir parce que les enfants allaient récupérer à l'école. Et voilà, donc je lirai ce soir. Et dès que je l'aurai terminé ou quand je l'aurai presque terminé, je viendrai vous en faire un petit résumé. Et surtout, venez vous donner mon avis. À plus tard. Salut tout le monde. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'il est tard. Je viens de terminer Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet. On est jeudi soir, il est 23h30. Je crois que je l'ai commencé mardi. Ouais, je crois que c'est ça. Donc j'ai mis 48 heures à lire. Il se lit extrêmement vite, surtout par rapport au livre de Stephen King. Là, c'est les éditions XO. C'est en grand format. Comme vous voyez, l'écriture est quand même vachement... Enfin, elle n'est pas grosse, mais beaucoup plus grosse que celle d'avant. Les pages sont épaisses, donc ça se lit hyper vite. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce livre, mais je pense que je vais en oublier, forcément. C'est obligé, il y en a tellement. Je vais le terminer à l'instant. Donc, déjà, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce thriller. À un moment, j'étais dans une phase, je me dis bof, ouais. Et en fait, non, une fois qu'on l'a terminé, on se rend compte que oui, c'est quand même un excellent livre. Alors, c'est bien la suite du dernier message. Là, ça tourne autour du passé de Grace. En fait, il s'est passé quelque chose dans son enfance qui l'a traumatisée. Et suite à la fin de l'enquête du livre précédent, elle en sort plus forte et elle veut affronter son passé. Et du coup, elle se dit, je vais enquêter sur ce qui s'est passé et trouver qui était mon bourreau et faire justice. Pas faire justice soi-même, mais que la personne soit traduite en justice. Et en fait, en déclenchant cette enquête, elle va se retrouver une nouvelle fois à enquêter sur un complot mondial qui est lié à son enquête précédente, dans une mesure encore plus grande. Et pourquoi ça m'a un peu énervée à un moment, c'est parce que j'avais l'impression qu'en fait ça se déroulait trop facilement. J'ai l'impression que quoi qu'elle fasse, le travail était mâché et que c'était trop facile. Donc du coup, je me dis, si, où est l'intérêt? Et ce n'est qu'à la moitié du livre qu'on comprend pourquoi c'était si facile. En fait, c'était si facile parce que, en effet, le travail était pré-mâché, mais elle n'était pas au courant à ce moment-là. Et on le découvre, et je vais vous dire qui vous le découvrirez si vous lisez le livre. Et après, du coup, c'est là que s'enclenche la deuxième partie du livre,
où ça démarre sur le complot mondial, qui au début parlait complot mondial, ça monte crescendo. C'est hyper bien fait, ça va hyper vite. Après, il y a plein de trucs dans la première moitié, on se dit, est-ce que c'est vraiment réaliste, est-ce que c'est vraisemblable? Vu qu'au début ça va doucement, on se pose la question. Mais au bout d'un moment, on n'a même plus le temps de se poser la question. On veut juste savoir la suite, savoir ce qui va se passer. Il y a de l'action, ça avance à 100 à l'heure. Et du coup, on se pose plus la question. Alors que si on analysait tout, on se dirait non, c'est pas possible. Tout ça, c'est pas possible. Mais on est tellement dans l'action que ça passe tout seul. C'est tellement fluide. C'est tellement bien amené, ça monte, je vous dis, ça monte en puissance, et ça finit par éclater. Et justement, comme à la fin du premier tome, le dernier message, je trouvais que ça retombait un petit peu trop vite, ça se finissait trop vite. C'est ce qui arrive souvent dans les séries que je regarde ces derniers mois, ces dernières années, qu'on regarde avec mon mari. Souvent, toute la série, la saison est super bien. Et à la toute fin de la série, au bout de plusieurs saisons, on a l'impression qu'ils savent pas comment terminer la série, ça fait un plouf. Et bah là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. On monte. Et quand on arrive en haut, bah, ils savent plus trop quoi en faire et hop, ça retombe. Donc c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est juste parce que l'auteur donne toute son attention au déroulement de son histoire. Et le but, c'est pas forcément la fin, mais vraiment le déroulé. Donc je pense que c'est une partie pour ça. Mais l'autre raison, je pense que c'est tout simplement parce qu'il y aura un tome 3. C'est obligé. Vu comment ça se finit, ben on sait qu'il y aura une suite. Donc, étant donné que la personne n'est toujours pas arrêtée, ça fait quand même 2 fois qu'elle lui échappe, même si à chaque fois elle ramasse plus d'informations, mais il y a toujours un truc qui lui manque. Donc là, c'est sûr qu'il y aura un tome 3. Et forcément, ça va encore tourner autour d'un complot mondial, j'imagine. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette histoire, et là on se pose les questions pendant l'histoire, surtout dans le dernier tiers, je me dis mais où va chercher toutes ces idées cet auteur? Est-ce qu'il fait des recherches avant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies? Notamment, on nous parle d'un conte. On sait que les contes Disney sont des contes qui sont pour la plupart des contes européens. Souvent, ça vient des frères Grimm. Et à la base, ils sont pas forcément joyeux. Ils en font des contes de fées, mais à la base, c'est pas forcément joyeux, loin de là. Et dans cette histoire, justement, on nous parle, c'est le début de l'histoire, d'un conte allemand qui se déroule dans une petite ville allemande. Et donc voilà, je peux vous dire lequel parce que bon, ça fait partie de l'histoire, il faut que vous le découvriez. Donc il y a ça, il y a d'autres choses. Dans le premier tome, on nous parlait. Je peux pas vous spoiler non plus le 1, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que un groupe de personnes très haut placées voulait abrutir et rendre moins intelligent la population mondiale. Et là, on en reparle dans ce tome 2 en allant encore plus loin, où là, ce serait plutôt autour de la notion de liberté. Et tout ça est hyper intéressant. Et à la toute fin, l'auteur nous dit dans les remerciements et la postface qu'il s'est appuyé, il a fait beaucoup de recherches sur les différents thèmes. Il nous met ses sources en plus, donc c'est vraiment hyper chouette. Et assembler tout ça, les relier, tout ça en un roman de thriller, franchement, c'est très bien trouvé. C'est très bien articulé et franchement, c'est un super livre. Donc je vous le recommande. Commencez par le 1, le dernier message quand même. Faire les choses dans l'ordre. Et enchaîner avec le passager sans visage. Ils sont top tous les deux et ils se lisent, ils s'avalent comme des petits pains. Donc franchement, c'est une super lecture. Et là, ça sera un 5 étoiles sur 5 étoiles. C'est sûr et certain. Et pour le coup, j'ai hâte que le tome 3 sorte.
Quand est-ce qu'il est sorti celui-ci? Septembre 2021? Ouais, déjà. Il y a presque 2 ans. Ouais. Peut-être pour septembre prochain, j'espère, franchement. On croise les doigts. Mais en tout cas, c'est clair que celui-ci, je ne le laisserai pas passer. Juste petit truc, parce que là, c'est un livre qui vient de chez moi, que j'ai acheté. C'est rare, c'est pour ça que je le souligne. Quand un truc que j'adore quand j'emprunte les livres à la bibliothèque, c'est qu'ils sont couverts. La couverture est plastifiée et du coup on n'a pas peur de renverser quelque chose, d'avoir les mains humides ou quoi que ce soit. Il est plastifié et ça rend la chose vraiment hyper agréable. Alors que là, le livre, je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion, mais il est comme neuf. Et en fait, je trouve ça vachement moins agréable d'avoir le livre comme ça qu'avec la couverture plastifiée. Dites-moi si vous, quand vous achetez des livres, vous les plastifiez ou pas pour les conserver et tout. Moi, je m'étais jamais posé la question, à part si le livre Les Seigneurs des Anneaux, je vous en parle souvent de ce livre, mais c'est vrai qu'il a une place importante pour moi. Le Seigneur des Anneaux, c'est un tome unique. Enfin, il y avait les 3 tomes rassemblés dans un seul livre. Et je l'avais adoré, et celui-ci, je l'avais couvert. Mais je crois que c'est le seul de toute ma vie que j'avais couvert. Mais voilà. Donc celui-ci, je vais le remettre en vente parce que j'ai pas le 1, donc quel est l'intérêt de garder le 2? Mais c'est un excellent thriller. Voilà, je suis très contente. Je vais aller me coucher super heureuse, donc c'est très cool. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. J'espère que ce vlog, cette update lecture, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt et surtout, je vous souhaite de bonnes lectures.